Alors bonjour, moi je m'appelle Valérie Segon, je travaille à la Haute École Charlemagne. Je travaille dans l'enseignement depuis plus de 20 ans et finalement, en écoutant l'intervention qui m'a précédée, je peux vous dire que le travail d'enseignement, c'est une aventure formidable. Aujourd'hui, on est dans une époque où il y a beaucoup d'éclairages qui nous sont proposés, notamment par les neurosciences. Ces éclairages, en fait, ne bouleversent pas notre vision du monde de l'enseignement, du dispositif de formation, de l'accompagnement, mais simplement, ils précisent certains aspects et surtout, ils confirment ce que, depuis l'Antiquité, bon nombre de penseurs ont déjà mis en évidence. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit dans l'introduction « Nous vivons une époque extraordinaire, révolutionnaire, mais non bouleversante », parce que rien n'est bouleversé en réalité. Tout à l'heure, on parlait d'un fil sur lequel nous sommes, enfin, le fil de l'accompagnement. Et moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas un fil, c'est un dispositif. Et ce dispositif, eh bien, c'est une toile d'araignée. C'est une toile d'araignée que l'on va tisser et que chaque enseignant va tisser en fonction du cours qu'il donne, en fonction des étudiants qu'il a, en fonction du dispositif logistique dont il dispose. Et cette toile d'araignée, l'étudiant va pouvoir passer d'un fil à l'autre et il va pouvoir utiliser tout ce dont il a besoin. Parce qu'évidemment, on ne peut pas proposer quelque chose de totalement différencié, adapté à chaque étudiant, en imaginant qu'on préparerait des leçons au jour le jour, jusque 2-3 heures du matin pour chaque situation, chaque moment. Donc moi, en fait, ce que je propose et ce que j'essaye de mettre en œuvre dans mes classes, c'est un dispositif. C'est un dispositif qui est modulable, que l'élève peut utiliser chez lui, dans l'amphithéâtre, dans le bus, dans une salle d'attente et aussi dans la cafétéria. La base de ma réflexion, ça a été d'abord les besoins de l'élève. Je me suis dit, mais de quoi ont besoin mes élèves? Et j'ai discuté avec eux, je leur ai demandé. Et évidemment, puisque je donne le cours de psychologie des apprentissages, pensez bien que les courants, je les connais, que tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs, je les connais aussi, je connais la théorie, et j'ai essayé finalement de faire l'amalgame avec tous ces aspects-là. Et j'ai discuté avec les étudiants et je leur ai dit, mais de quoi vous avez besoin? Et quand vous demandez ça aux étudiants, ils vous répondent tous des trucs différents. Oui, moi j'aime bien quand il y a une table des matières. Oh, moi je déteste les tables des matières, madame. D'ailleurs, les cartes conceptuelles, c'est vraiment super, mais on ne comprend rien. On ne comprend rien à votre cours, madame Segon. C'est super brouillon, on ne sait pas où vous voulez en venir. Moi, madame, je ne vais vraiment pas bien, j'ai de gros problèmes familiaux et je ne sais pas comment m'y prendre. Madame, votre cours est génial. Comment voulez-vous que, en tant que professeur, qui sommes mis quand même très fortement sous les projecteurs, soyons bien déjà dans notre profession et qu'on puisse leur apporter tout ça? Et au regard des nouvelles sciences, on se rend bien compte que le fait d'arriver avec un syllabus en début d'année que l'on va distribuer et que, en projetant simplement des PowerPoint qu'on va retravailler au jour le jour et donc qui finalement sera de moins en moins cohérent avec le syllabus de départ, eh bien, cette façon de fonctionner, ce n'est pas bien. Parce que finalement, ceux qui réussissent chez nous, ce sont les étudiants qui n'ont pas besoin de nous. C'est-à-dire qu'ils sont capables de lire les notes de cours, de prendre note de absolument tout ce qu'on dit pendant les séances de cours sans rien comprendre, et puis de faire un espèce d'amalgame avec le PowerPoint, le syllabus et ce dont ils ont pris note et compris au vol, parce que je ne sais pas si vous imaginez l'activité cérébrale nécessaire pour un novice qui ne maîtrise pas la science qu'on lui enseigne, pour qu'il comprenne ce que le prof dit, qu'il l'écrive au bon endroit, dans le bon endroit dans le syllabus, et qu'en plus il fasse tout ça avec un support qu'il n'a jamais vu de sa vie. Comment voulez-vous qu'un cerveau humain fasse ça? D'ailleurs, je ne vous apprends rien, vous avez tous été étudiants et vous avez tous vécu ces moments de grande solitude où on ne comprend rien et où on se dit « c'est pas grave, je vais étudier à la maison ».
Alors, à la maison, on est tout seul et on fait un espèce de melting pot. Et ce melting pot, eh bien, il est bourré d'erreurs, évidemment. Et bien souvent, les professeurs vont se laver de ce problème en disant au bout d'un certain moment, « Bon, c'est normal, il faut attendre le déclic. » Adieu les préparations de leçons à la petite semaine et bonjour, dispositif continu et permanent. Parce qu'il y a d'autres besoins aussi qu'ont nos étudiants. Ce sont les besoins de sécurité, les besoins liés à leurs besoins physiologiques. Ils doivent être bien nourris, ils doivent être en forme, ils doivent être heureux. Et puis aussi un besoin de sécurité. Ils ont besoin de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Quand, comment, ce qui va se passer dans l'amphithéâtre, qu'est-ce qui se passe s'ils ratent une leçon, que pense le prof d'eux, etc., etc. Comme tous et chacun, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'esthétisme, ils ont besoin de performance, d'être performants et qu'on leur dise qu'ils sont performants. Alors évidemment, moi, sur une semaine, sur 10 heures de cours, je vois 450 étudiants. Alors vous comprenez bien que je ne peux pas me mettre dans l'embrasure de la porte et chaque fois qu'il y en a un qui sort, lui dire « Je t'aime beaucoup, tu as très bien travaillé aujourd'hui » sans savoir ce qu'il a fait, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour cette raison que je dis « Tisser une toile d'araignée sur laquelle les étudiants pourront marcher tous où ils voudront sur le fil qu'ils ont choisi et puis vous, vous êtes en dessous de cette toile et vous vous occupez uniquement de ceux qui tombent à travers, voyez ? Alors, c'est bien... C'est pratique comme système parce qu'au moins, je n'ai pas 450 cas à traiter. Il y a une partie des cas qui vont être traités tout seuls et aussi en communauté. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les étudiants ne sont pas toutes des personnes seules dans l'amphithéâtre. C'est une communauté. Et cette communauté, il faut essayer de l'engager à ce qu'elle travaille également ensemble. Pour que tout ça soit possible, pour que les gens puissent évidemment circuler sur cette toile sans que vous soyez là à leur tenir la main, eh bien, il y a des conditions. Et c'est là que les neurosciences m'ont rendu beaucoup de services. Il faut partir des prérequis de l'élève. Alors, on n'apprend rien, Piaget parlait déjà, l'assimilation et l'accommodation. Il faut partir de ce que l'élève sait, sinon, il construit des réseaux de neurones sur rien, et donc il ne retient rien, parce que rien n'a de sens, et donc il ne sait pas construire un savoir. L'idée que l'on va construire le savoir uniquement à la maison avec plein d'erreurs, hein, il suffit de lire les synthèses d'étudiants qui circulent sur Google la veille de votre examen, vous allez voir, si vous n'avez pas encore de cheveux blancs, vous allez en avoir un paquet ce jour-là. Donc voilà, il faut que l'élève comprenne ce qu'il apprend et il faut essayer de le faire travailler déjà en amphithéâtre quand il est assis avec nous au cours. Donc il faut partir de ce qu'ils savent et il faut présenter des contenus qui soient logiques. D'ailleurs, vous en parliez dans votre PowerPoint tout à l'heure. Il faut donc que les savoirs aient du sens. Adieu donc la méthode révolutionnaire. Et quand je dis la méthode, c'est que bien souvent, des théories émergent, des idées, des méthodes qu'on présente comme étant une pédagogie de A à Z. Il faut faire de la pédagogie inversée. La semaine suivante, non, il faut faire ceci, non, il faut faire cela. Tout le monde est complètement déboussolé. Et, ouais, vous avez compris. Et puis en plus, je suis stressée, c'est pas possible. Peut-être pas l'air, mais vous vous rendez pas compte. Et donc, tout le monde est je ne saurais pas le dire. Merci. Et c'est bien normal. Et en plus, moi, en tant que prof, hein, je vais vous dire, j'adore mon métier. Mais personnellement, j'ai des enfants. J'ai un petit ami qui a aussi des enfants. J'ai pas de chien, mais j'ai 2 chats. Et vous savez quoi? J'ai aussi envie de m'occuper d'eux. J'ai pas envie de passer ma vie à préparer des trucs. Alors, il faut absolument comprendre que l'enseignement aujourd'hui, enfin je le pense, et c'est juste une hypothèse évidemment, je pense que la meilleure façon c'est de faire un dispositif continu qui soit à disposition des élèves sur des plateformes, de prendre un cyberprof comme compagnon. Vous savez, comme dans les jeux vidéo, vous avez toujours le personnage principal et ça c'est le prof. Le prof ne disparaît pas, mais il a au-dessus de lui le petit bonhomme qui l'accompagne partout, vous voyez ? Eh bien, ça, c'est le cyberprof pour moi. Et le cyberprof n'est jamais qu'un support, mais un support qui, franchement, donne un sacré coup de main au quotidien du professeur. Alors oui, construire un dispositif, c'est compliqué.
Ça prend du temps, mais ça ne prend pas plus de temps que de faire chaque année son syllabus, le réactualiser, etc. Ça prend juste le temps de la mise en œuvre et après, vous n'avez plus qu'à l'adapter, à le rendre réactif et à y travailler et aussi à laisser les étudiants l'utiliser surtout. Le sens dans ce type de support qui est utilisé en totale autonomie par certains élèves, ce qui est compliqué, c'est l'épuration du syllabus. Si vous faites un syllabus qui est ultra enrichi de théories multiples, surtout avec des premières années qui arrivent, vous savez, qui ont le cerveau complètement vide de ce que vous allez leur apprendre pour la plupart du temps. Vous allez leur apprendre des théories qui, parfois, ils ne les rattachent à rien, ces théories. Il va donc falloir leur proposer des contenus de cours qui soient ultra simplifiés et logiques au départ, en se disant « Non, je ne dois pas tout enseigner à l'élève en première bac sur la psychologie des apprentissages. J'ai des collègues en deuxième bac et ce cours, il y a encore 30 heures en deuxième bloc. Au deuxième bloc, il y a encore 30 heures. Et donc, j'ai le temps de leur enseigner, parce qu'en réalité, je n'ai pas 24 heures ou 30 heures, j'ai 60 heures. Parce que j'ai un collègue l'année prochaine qui va reprendre le relais et donc je vais travailler avec lui et lui demander, dis donc, qu'est-ce que tu vois avec lui? Moi, je vais voir l'essence et puis toi, tu iras zoomer sur les différents éléments que moi j'ai enseignés. Et on va laisser du temps à l'étudiant. Parce que toutes les sciences le disent, il faut que l'apprentissage soit séquencé. Il faut que l'élève ait le temps de mémoriser. Autrement dit, les modulations sur 3 mois de cours, comme on l'a dans le décret paysage, ce n'est pas une bonne idée. L'élève a besoin de sommeil parce que c'est en dormant qu'on structure la connaissance. Et surtout, il a besoin de voir les choses petit à petit. Vous savez, quand vous avez un bébé qui apprend à marcher juste d'une table à la chaise, on ne lui demande pas le lendemain de commencer à courir comme un lapin. On lui laisse le temps d'appréhender, de sentir, de ressentir, de comprendre. Et on lui demande des choses simples, on lui demande d'aller à la table, à la chaise et pas de parcourir déjà 100 km. Et donc tout ça, c'est très important. Il faut bien revoir les éléments essentiels. Il faut évidemment une logique qui dépende des objectifs de la démarche intellectuelle. Et la démarche intellectuelle, on va le voir après, il y a beaucoup d'éclaircissements actuels et surtout de simplification théorique par rapport à ce que l'on a connu jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Ce sont les objectifs qui vont définir le style d'enseignement à chaque étape, à chaque niveau d'acquisition de chaque savoir ou de compétence. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui est en permanence disponible, qui repose sur des contenus simples, qui vise des objectifs précis. Et quand je suis en amphithéâtre, de temps en temps, en fonction de mes outils d'évaluation, je vais réguler ce qu'il se passe et l'activité des étudiants. Et aussi en fonction du savoir que j'enseigne, à savoir, tiens, ces questions d'examen-là, les étudiants se plantent souvent, je vais rajouter une petite séquence en amphi et je vais le dire aux étudiants. Ce jour-là, venez parce que je fais une activité sur cette question-là et que chaque année, j'ai un taux d'échec à cette question qui est important. Et donc, les étudiants, ils vont venir. Parce qu'il y a ça aussi le problème, c'est les étudiants qui ne viennent pas au cours. Quels sont les éléments du dispositif? Vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a l'autonomie qui est une approche romantique. Souvenons-nous de l'école de Summerhill avec Neil. Rien n'est obligatoire dans le dispositif que j'ai mis en œuvre depuis maintenant 4 ans et qui est vraiment testé depuis 2 ans. Rien n'est obligatoire. Les étudiants, les exercices qui sont en ligne, ils peuvent les faire quand ils veulent. Ils peuvent utiliser l'autocorrigé, mais ils peuvent aussi me l'envoyer. Ils peuvent prendre rendez-vous avec moi et ils peuvent venir me voir au mois de novembre pour un exercice qui a été proposé au mois de septembre. Il n'y a aucun problème. Si j'ai un élève qui n'est pas venu du tout au cours et qui vient me voir au mois de novembre, la veille des examens, il n'y a pas de problème non plus. Il n'y a rien d'obligatoire. Tout est en accès libre et les étudiants font tout quand ils le veulent. Alors vous allez me dire, mais elle est cinglée.
Le mois de novembre, à mon avis, il n'y a personne qui vient à son cours et au mois de novembre, il y a une file jusqu'à l'entrée pour voir le prof. Eh ben non. Moi, j'ai essayé de croire, figurez-vous, à ce que j'ai étudié en sciences de l'éducation. J'ai essayé de vraiment y croire et j'ai essayé de le faire vraiment pour voir si ça fonctionnait. Et en réalité, j'ai quand même un taux de participation à mes cours qui est assez élevé et qui correspond plus ou moins au taux de réussite. Et les étudiants viennent et les étudiants font les exercices bizarrement. Et bizarrement, je n'ai pas une file à mon bureau au mois de novembre à la veille de l'examen. Ça fonctionne, voilà. Mais il faut juste leur faire confiance. Et il faut leur expliquer ce qu'on est en train de faire aussi. Enfin, je dis beaucoup, il faut. On teste, hein. C'est pas encore... Alors, voilà, il faut leur faire confiance. Alors, au début, ça cafouille, les étudiants, ils se disent, mais c'est quoi ce prof? Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont se plaindre constamment. Et puis, petit à petit, ils accrochent. Et d'année en année, les étudiants... expliquent à ceux qui arrivent, ils disent « Bon, alors tu vas voir, c'est un peu bizarre comme cours, mais tu vas voir, ça fonctionne. Moi, j'ai fait les exercices et j'ai réussi. » Et alors, je leur fais des promesses aussi. Je leur dis des promesses sérieuses, comme par exemple, je leur dis « Si vous participez à mon cours et que vous faites tous les exercices en live », quand je leur dis en live, ça veut dire en temps réel, je leur dis « Vous n'aurez presque pas besoin d'étudier le cours pour l'examen. » Et ça fonctionne. Et puis j'ai d'autres procédés aussi, parfois beaucoup plus orthodoxes. Je leur dis, vous savez, si vous faites l'examen au mois de juin, plutôt que reporter, j'essaye de lutter contre la procrastination, je leur dis, l'examen de juin sera plus facile que l'examen de janvier sera plus facile que celui de juin. Ça marche bien aussi. Il faut de la répétition et du drill. Les behavioristes nous le disaient déjà, c'est totalement confirmé, il faut automatiser les savoirs qui sont appris. Le problème du drill, c'est que si vous avez des étudiants qui viennent nous écouter dans un amphithéâtre, qui ne comprennent rien, qui essayent de comprendre, et puis qui attendent la veille de l'examen, c'est-à-dire la bloc pour se dire « Ok, je vais passer 5 jours sur la psychologie des apprentissages », ils font un résumé, avant même de lire en un jet, ils font directement le résumé, tac, 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 parce qu'ils sont performants, ils ont déjà réussi le secondaire. Ils n'ont plus le temps de faire du drill, ils n'ont pas le temps de répéter la formation. Oui, il reste 4 minutes, ok. Et donc, voilà, il faut faire du drill. Alors, il faut mémoriser, structurer, approche cognitiviste et neurosciences, et tout ça repose sur la qualité des outils didactiques. Il n'y a pas de secret. Il faut que les outils didactiques soient bien faits, ils doivent proposer des visions heuristiques de l'apprentissage, il faut des codes couleurs, des liens hypertextes, des vidéos et des tas d'outils qui permettent à l'élève de comprendre le syllabus tout seul, chez lui, et de manière répétitive. Il faut aussi des exercices qui permettent de reconstruire l'information et aussi des exercices qui permettent de faire simplement de la mémorisation pure, etc., etc. Alors, pour ça, il faut vraiment être très créatif. Et je n'aurai pas le temps de vous présenter ça aujourd'hui, mais si vous allez sur mon site, vous allez voir tous les outils. Tout ça n'est pas possible sans qu'il y ait des outils de gestion. Ces outils de gestion sont très importants. Et donc ces outils de gestion, je les mets souvent en œuvre dans les petites classes où mes élèves travaillent en autonomie et où moi je suis en train de faire tous les outils de gestion que je leur envoie par mail et ils reçoivent des feedbacks sur leur participation. Et il faut absolument une évaluation systématique. Ici, vous avez un modèle de Stanislas Dehaene sur les 4 piliers de l'apprentissage. C'est un modèle que j'ai formaté, d'accord, donc il n'est pas encore tout à fait abouti. Et il n'est pas totalement en accord avec tout ce que Stanislas Dehaene dit, puisque je l'ai mis en corrélation avec des scientifiques tels que Eustache, Laroche, qui sont des neuroscientifiques, des neurologues spécialisés dans la mémoire, et aussi Olivier Houdet. Il y a 4 piliers sur lesquels on va s'appuyer et qui, finalement, les uns et les autres reprennent ce qu'on a toujours dit. Il y a l'attention de l'élève, l'engagement actif, c'est-à-dire les pédagogies actives, mais qui ne peuvent s'inscrire que
s'il y a une évaluation continue, sinon ça ne fonctionne pas. Et parce que l'élève va s'engager ou non dans une tâche en fonction des signaux, et Stanislas Dehaene appelle ces signaux simplement le rapport que l'élève fait dans son esprit entre ses espoirs de réussite et sa réussite réelle. C'est tout simple, comme nous tous d'ailleurs. Et donc soit mon cerveau va me dire « vas-y, engage-toi, tu as des chances de réussir », soit il va dire « laisse tomber ». Voilà. Et il faut des systèmes d'évaluation continue, et le cyberprof, il nous permet justement de mettre en place des systèmes d'évaluation continue à la mode Mario Bros, c'est-à-dire qu'à chaque fois l'élève a bien répondu « ouais, continue », et quand il a mal répondu, c'est « il faut revoir cette partie ». La consolidation avec l'automatisation, la répétition, la compréhension et la structuration des connaissances qui reposent beaucoup sur la qualité didactique, et le retour d'information qui repose notamment sur le travail de l'inhibition. Donc pour apprendre, on automatise certains comportements et aussi on inhibe des comportements. Donc il faut parfois oublier certaines choses pour installer d'autres. Et le retour d'information va le permettre. Alors j'ai un exercice pour le retour d'information qui fonctionne assez bien et qui est en ligne, et que je n'aurai pas le temps de vous montrer, donc je vais vous le dire. C'est simplement une carte conceptuelle que j'ai faite avec PowerPoint de tout le cours, chapitre par chapitre. Chaque chapitre a des codes couleurs, donc dès que l'élève voit les couleurs, et déjà en amphithéâtre on le travaille, ça stimule sa mémorisation. Et il doit simplement prendre son smartphone, se filmer. Alors il y en a qui me disent ça va trop vite, je dis mais ok, mais tu appuies sur pause, et je vois son doigt, il y en a d'autres qui se sont filmés eux-mêmes, c'est très mignon aussi, mais ils se filment, et donc ils expliquent mon PowerPoint, et en fait ils m'expliquent mon cours, puis ils m'envoient la vidéo. Moi, cette vidéo, ça va très vite, je regarde la vidéo et je fais de l'analyse de l'erreur. Ensuite, je l'appelle sur Skype quand je suis bien peinard chez moi. Et je lui donne un rendez-vous Skype, et après je lui explique. Alors là, tu n'es pas assez précis, là tu fais des liens erronés entre les éléments, etc. etc. J'ai 450 étudiants, et pourtant je ne suis pas débordée par ce système, parce que seuls les étudiants qui en ont besoin l'utilisent. Et il y a plein d'étudiants qui le font entre eux et qui ne passent même pas par moi. Parce que si vous regardez bien la dia qui est ici, vous allez voir au milieu une communauté d'étudiants. Je pense que les étudiants doivent travailler ensemble. Si vous leur mettez un support à disposition qui est en continu et que l'élève peut utiliser n'importe où, ça les incite à travailler ensemble. Si vous mettez des exercices avec des autocorrectifs sur un site internet, ça les incite à travailler ensemble aussi. Si vous ne mettez pas d'échéance dans vos cours, puisque de toute façon ils ne durent que 30 heures et que vous avez à peu près 12 semaines pour les donner à chaque quadrille, de toute façon les échéances, il faut bien admettre, c'est un petit peu obsolète. Le prof, lui, il est derrière son pupitre, il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours absolument nécessaire, parce que c'est lui qui construit tout cet échafaudage. Et pourquoi est-ce que c'est lui qui le construit? Parce que c'est lui le spécialiste de la matière qu'il enseigne. Moi, ce que j'aime bien dans ce système, c'est ceci. Parce que dans ce tétraède, vous pouvez voir tous les éléments que nous propose le cyberprof. Le cyberprof, ce n'est jamais qu'un prolongement du maître, c'est quelque chose en plus, et en plus c'est un support qui permet de mettre en pratique relativement facilement ce que les pédagogues nous enseignent depuis des générations, et ce que les neurosciences nous confirment. Mais il y a un truc en particulier que j'aime particulièrement bien dans ce dispositif. C'est que quand j'ai commencé à étudier la pédagogie, on me disait tout le temps « l'élève est au centre de l'apprentissage ». Et je vous avoue que je ne le comprends pas, moi, ce truc-là. Parce que pour moi, ce qui est au centre de l'apprentissage, ce n'est pas l'élève, c'est le savoir. Et si je suis passionnée par le savoir que j'enseigne, que je crois en l'élève, que je lui donne les moyens de réussir, eh bien, l'élève rentre dans le dispositif, il s'entraîne, il réussit, il fournit l'effort qui est nécessaire et il se sent bien. Alors ici, vous avez une petite photo d'une séance de cours. Donc on voit ici qu'il y a des étudiants qui utilisent différents outils. Moi, je leur propose des outils de structuration des connaissances. Donc ce n'est pas, si vous avez ici par exemple, c'est
un travail de lien que les étudiants doivent faire entre différents chapitres. Ils ont des vidéos qu'ils peuvent analyser, donc on voit ici des élèves qui analysent une vidéo. Ici, lui, il travaille avec un élève qui est malade et qui est à domicile, et il est sur OneDrive et il partage ses notes de cours et l'élève les suit à domicile. Donc voilà, chaque élève a des supports différents. On voit ici un étudiant qui travaille avec les notes de cours parce qu'il n'aime pas le numérique, et il n'y a pas de problème. S'il n'aime pas le numérique, il peut travailler aussi avec d'autres supports. Si vous allez sur le site et que vous cliquez, si vous avez vu, j'ai mis des petites souris. Alors c'est pour vous montrer tous les types d'outils qui sont dans le dispositif, et le dispositif est disponible donc sur www.coursgonval.com. Je sais, je n'ai pas été très originale par rapport à ça. Alors j'ai créé un site internet que je teste actuellement et où tous mes cours sont représentés, donc mes élèves peuvent voyager absolument dans tous les cours. Alors, quelques résultats, je me dépêche, je termine là-dessus. Voilà, donc ici, je mesure les résultats des étudiants en termes de réussite. Alors, l'abandon, donc ici, c'est sur 315 étudiants qui ont participé à l'examen. Vous avez le taux d'échec et de réussite en rouge, réussite en jaune, les échecs, et indépendamment des chiffres qui sont en vert, c'est-à-dire le taux d'abandon. Puisque le taux d'abandon, ce sont les élèves qui ne se sont pas présentés à l'examen, et je ne connais pas les raisons des abandons, donc je ne les ai pas pris en compte dans la parité échec-réussite par rapport à l'évaluation de mon dispositif. Donc voilà. Alors, vous verrez sur la suite du PowerPoint qu'il y a aussi des résultats en termes qualitatifs. Je mesure les chances de réussite. Par exemple, je demande aux étudiants avant l'examen quelles sont vos chances de réussite d'après vous, que j'essaye d'améliorer. Je leur demande des tas de choses sur la qualité du support didactique, sur la manière dont j'anime, sur les couleurs dans le syllabus, sur le fait qu'est-ce qu'ils utilisent sur le site, est-ce qu'ils utilisent plus de vidéos, est-ce qu'ils utilisent les hypertextes, est-ce qu'ils utilisent les exercices. Et il faut avouer que beaucoup d'élèves utilisent donc l'ensemble des outils, ils sont contents et de plus en plus, et le taux de réussite à mon examen augmente chaque année, et le taux de satisfaction des étudiants augmente chaque année aussi. Donc voilà. Alors pour les élèves qui tombent entre les toiles de l'araignée, eh bien, il y a un service d'aide à la réussite que je peux interpeller, il y a un service, un service social, et pour tout le reste, moi, j'ai pris le parti en tant qu'enseignant de surtout conduire l'élève vers la réussite et vers l'acquisition des savoirs, plutôt que vers une approche qui soit psychosociale, que je laisse à mes collègues qui sont disponibles dans les écoles. Je vous remercie, je suis désolée de ne pas avoir...